Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister toujours en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, j'ai décidé qu'elle serait consacrée à Star Wars, puisque pour l'occasion du 11 novembre, je vais faire une partie de Star Wars. J'en fais de temps en temps. Et pour l'occasion, j'utilise quasiment toujours cette édition-ci, c'est-à-dire le Star Wars D6 des familles, celui évidemment le mythique qui a enchanté notre adolescence, notre jeunesse même pour ce qui me concerne, puisque j'étais même pas ado quand je l'ai eu entre les mains. C'est quasiment l'un de mes premiers jeux de rôle. C'est celui, on va dire, qui m'a le plus marqué, on va dire, dans ma carrière de rôliste, en dehors de quelques autres jeux dont je reparlerai, comme par exemple Cyber Age ou Torg, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et donc, Star Wars, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, là j'enfonce des portes ouvertes. Le jeu de rôle, lui, il est fondé sur avant tout la première trilogie. Celle que j'appelle la première trilogie, c'est l'épisode 4, 5 et 6, c'est-à-dire Un Nouvel Espoir sorti en 77, excellente année, l'Empire contre-attaque sorti en 80 et Le Retour du Jedi sorti en 83. Moi-même, on va dire, j'étais assez jeune à l'époque et je me souviens vraiment de la sortie, de l'impact que ça avait eu à l'époque lors de sa sortie. En ce qui concerne l'Empire contre-attaque et également aussi le Retour du Jedi. Mais j'ai plus de souvenirs en tout cas pour le Retour du Jedi. Voilà, parce qu'à l'époque, on collectionnait les images Panini, on collectionnait, on va dire, les figurines Star Wars Kenner, les toutes premières. Voilà, moi je jouais avec dans la cour de maternelle, c'était vraiment génial. Voilà, c'est vraiment des très très bons souvenirs. Et donc, quand évidemment j'ai découvert le jeu de rôle, je n'ai pas pu m'empêcher de tout de suite, on va dire, tomber dans le Star Wars. Voilà, au départ, c'est un ami qui me l'avait prêté, qui l'avait, et je les ai achetés, on va dire, on va dire, même pas 1 ou 2 ans après. Voilà. Au tout début, d'après mes souvenirs, fin des années 80, début des années 90. Alors, la première édition, celle-ci, elle date donc de 88. Elle est l'œuvre donc de West End Game, qui est une firme qui nous avait déjà étonné par le passé par des jeux, on va dire, qui sortaient un peu de on ne sait pas où. Mais c'est Star Wars qui va vraiment faire son succès et qui va, on va dire, les placer comme étant l'une des grosses boîtes, on va dire, des années 80-90, jusqu'à sa disparition à la fin des années 90. Et donc, ils nous ont émerveillés avec d'autres jeux avant Star Wars, comme par exemple, justement, Paranoia, qui existe toujours, même s'il n'est plus édité par eux. Ghostbusters, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être, on va dire, une nouvelle version, mais bon, je crois plus à une blague. Mais Ghostbusters qui reste, on va dire, un jeu vraiment très très fun, très très sympa, et qui est justement le précurseur du système de Star Wars. Car oui, Star Wars, si on l'appelle D6, c'est pas pour rien, c'est parce que justement il utilise des D6, oui, vous vous en doutiez. Et donc le système, en fait, voilà, on a des attributs, des compétences, c'était assez classique à l'époque. Attributs compétences, ça restait, on va dire, le poncif et encore un peu maintenant pour ce qui est on va dire, des jeux les plus mythiques, si je puis dire. Et donc on avait un nombre de dés à lancer qui était exprimé par un code D. Donc le code D, c'était le nombre de dés à lancer. Donc par exemple 2D, 3D qui était marqué 3 avec la lettre D, ça représentait 3 dés à lancer, et on ajoutait les dés et on voyait si on avait battu la difficulté, qui allait donc généralement de 5 jusqu'à 20. Enfin, en fait, elle peut aller de 3 à 30, ça dépend si on utilise après les petites règles alternatives, les règles avancées qui ont suivi en fait de très très peu on va dire la sortie de la première édition, et qui ont été, on va dire, quand la traduction française a été faite, ça a été rajouté, ces petites règles supplémentaires, à la fin du bouquin. D'ailleurs, j'ai relu il y a très peu de temps un article justement du traducteur de l'époque, de chez Descartes, qui indiquait que le temps de faire la traduction, ils avaient donc édité une nouvelle édition avec ces nouvelles règles. Alors, aux États-Unis, il y avait un feuillet qui était ajouté à presque toutes les productions pour justement rajouter ces nouvelles règles. Nous, en français, on les a eu directement dans le bouquin de base. Et c'est vrai qu'en 2 pages, on avait, on va dire, des petites règles optionnelles, des petites précisions qui permettaient, on va dire, d'avoir un jeu un peu plus, voilà, un peu plus poussé, un peu plus profond. Mais bon, rien de bien méchant. Donc ça nous est paru chez nous en 88. Des bouquins, on va dire, couverture dure, qui avaient à l'époque, on va dire, le bon ton, si je puis dire, de ne pas être très cher et donc d'être très abordable. Oui, 139 francs à l'époque, c'était vraiment pas grand chose, quoi. Pour une vingtaine d'euros, avoir
un bouquin de base vraiment complet, hein, parce qu'il est vraiment complet, avec des idées scénario, un scénario d'introduction et donc tout le reste. Voilà, le système de jeu, le système de, de combat de vaisseau, la force évidemment, vous ne pouvez pas l'éviter. Et donc, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir débuter dans l'univers de Star Wars. Alors, bon, l'univers de Star Wars, j'en parlerai pas trop, hein, on va dire que voilà, vous le connaissez, surtout, je pense, ceux de ma génération par les épisodes 4, 5 et 6. La nouvelle génération, eux, connaît un peu plus, on va dire, l'épisode 1, 2, 3, et préfère d'ailleurs cette prélogie que moi, je la trouve, on va dire, assez moyenne, même si, bon, voilà, ça permet malgré tout de faire vivre un univers que j'aime beaucoup quand même. Et les épisodes 7, 8 et 9 qui là pour l'instant sont trop récents et tout le monde hurle dessus. Moi je trouve voilà, il y a des choses quand même plutôt pas mal à y prendre. J'ai eu beaucoup de plaisir ces derniers temps d'ailleurs à jouer comment dire dans ce contexte. Parce qu'à chaque fois à peu près qu'il y a un épisode qui sort de Star Wars, un épisode filmique, hein, je ne parle pas des séries télé ou des séries animées, je me remets un petit peu, on va dire, en selle et je remaîtrise Star Wars, ce qui est le cas justement pour, on va dire, cette semaine où sort la vidéo, où je maîtriserai un Star Wars en direct, qui sera diffusé en direct sur le Discord le 11 novembre. Voilà. Où là, je fais, comment dire, une petite entorse, si je puis dire, à la proposition ludique de base en faisant jouer des impériaux. Et oui, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein, évidemment. Je suis loin d'être dans l'originalité. J'en ai connu plein qui l'ont fait. On l'a fait, nous, à une convention, je me souviens, il y a pas mal d'années, à laquelle j'avais participé. Et donc, c'est une expérience plutôt intéressante de jouer des méchants. Moi, je trouve que voilà, jouer des méchants, c'est intéressant, c'est pas tabou, c'est pas, on va dire, hors propos. Jouer, on va dire, des impériaux totalitaristes, fascistes, ça peut aussi avoir son intérêt. Je suis désolé, voilà, on a le droit, comment dire, quand on fait du jeu de rôle, de faire des expériences. C'est pas pour autant qu'on y prend du plaisir. On prend du plaisir à jouer, on prend pas du plaisir à jouer des fascistes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc, la première gamme, la gamme donc de la première édition, dont j'ai à peu près, on va dire, l'essentiel des suppléments. Je vous présenterai pas tout, parce que j'ai pas tout acheté à l'époque. Par contre, j'ai pas mal de suppléments en VO que je vous présenterai, on va dire, pour les éditions suivantes. Voilà. Donc, celle-ci, qui est archi connue, évidemment. La première édition, voilà, elle était, on va dire, avec des sections couleurs, des photos du film. Elle était vraiment très sympathique. Voilà, je vous montre à peu près à quoi ça ressemblait. Bon, la mise en page, évidemment, était une mise en page de l'époque. C'était très simple, mais bon, ils avaient dû forger leur mise en page sur la mise en page de la VO. Voilà, des encarts couleurs qui faisaient rêver. Franchement, cette édition, voilà, elle est mythique et c'est une édition de cœur. Et donc, pour ce qui est de la création de personnages, donc la feuille se présentait comme ceci, donc avec les 6 attributs, les compétences de base. Alors ça, c'est les compétences de base, parce que dans les éditions suivantes, il va y avoir une flopée de compétences. On va mettre des lignes, on va dire, pour toutes les marquer, tellement il y en a. Évidemment, le jeu s'est enrichi au fil des éditions, et donc il y a eu énormément de rajouts. Et on avait ce qu'on appelle donc des archétypes prêts à jouer. Donc là, les attributs étaient déjà euh, répartis. Et il n'y avait plus qu'à rajouter 7 dés dans les compétences, c'est-à-dire on allouait des dés dans les compétences qu'on voulait en fonction de l'archétype. Donc quel est voilà, le noble arrogant, le pilote impétueux, on peut jouer un Ewok. Je me souviens de bonnes blagues à la table de jeu de l'Ewok qui faisait n'importe quoi. C'était bon, bref. Mercenaire, l'éclaireur, le monde Calamari, le Jedi. Alors, il y avait plusieurs types de Jedi qui, voilà, le Jedi dans les parties de Star Wars D6, c'était n'importe quoi, évidemment. Enfin, au départ, il en chiait, un peu comme le magicien à Donjons et Dragons. Mais une fois, évidemment, qu'il avait un petit peu d'expérience, c'était complètement cheaté, c'était n'importe quoi. Mais bon, on a bien rigolé quand même. Moi, j'ai mené une très très grosse campagne dans les années 90, qui est devenue une campagne mythique. C'était une campagne basée justement sur un supplément que je vous présenterai après, sur le supplément de l'Académie, et ce qu'on appelle l'Académie des Jedi, qui était une série en fait de romans
qui était paru à l'époque et qui faisait partie, on va dire, de cette série de romans, pas aussi mythique évidemment que celle de Timothy Zahn, donc que je vous présenterai aussi puisqu'elle existe en supplément dans un instant. Alors, en dehors du livre de base où il y avait tout ce qu'il fallait, eh ben, on pouvait quand même en rajouter un petit peu pour 89 € à l'époque, donc sorti en 88 également, c'est sorti quasiment en même temps que le livre de base. Hein. Il y avait le guide de Star Wars. Alors le guide de Star Wars, eh ben, c'est tout simplement les caractéristiques de nos héros et méchants préférés, des caractéristiques de PNJ, on va dire les races extraterrestres. Donc vous voyez, voilà, il y avait des données sur les races extraterrestres. Tout ça, évidemment, en plus, c'était du matos la plupart du temps qui était développé par West End Game. Et soit dit en passant, rendons à César ce qui est à César. Beaucoup de choses qui ont été développées dans le jeu de rôle ont été reprises après de manière officielle dans le lore de Star Wars, en particulier ce qu'ils avaient fait comme développement sur les Twi'lek, d'après mes souvenirs, et plein d'autres choses. Et c'était vraiment génial. Il y avait également les tables, donc vous voyez, c'était en bichromie bleu-noir, c'était pas du plus bel effet. Mais bon, voilà, à l'époque, on ne boudait pas notre plaisir. Voilà. Les principes de fonctionnement du sabre laser à l'époque. Donc évidemment, tout cela n'est plus foncièrement canon hein, depuis Belle Lurette, depuis que Disney est passé par là, vilain Mickey. Voilà. Pourtant, voilà, à l'époque, on était bien content d'avoir tout ce matériel sous la peau, voilà, sous la main. Pardon. Voilà, par exemple, les plans du T65, l'LX comme on l'appelle chez nous. Et donc on avait toutes ces caractéristiques là. Je vous ai pas montré aussi. Voilà, il y avait les caracs de Darkounet. Voilà, il était là. Donc ça, on était évidemment. Oh là, qu'est-ce qu'il est fort, Darky. Purée, Léon, je vais pas le faire rencontrer à mes PJ, sinon ils vont se faire complètement latter. Bon, il y avait la même chose pour Yoda et pour Obi-Wan. Hein, c'est pareil. Hein. Il y en a, je pense qu'à mon avis, leurs pages doivent encore coller. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, avant de vous parler de celui-là, les deux autres suppléments majeurs de la gamme, c'était ceux-ci, excusez-moi. Donc, le guide de l'Empire et le guide de l'Alliance Rebelle. Voilà. Celui-là. Donc, évidemment, des must-have aussi. Voilà, ceux-là, j'ai la chance de les avoir en assez bon état parce que, franchement, le problème avec cette gamme, on va dire, cette gamme D6 de chez Descartes, c'est que les reliures étaient vraiment bonnes. Par contre, la couverture était. Ouh là 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 là. Elle se délitait, comment dire, en l'espace de rien, juste à la manipuler avec les doigts. Si on transpirait un peu, c'était l'horreur. Et donc, tous les coins, tous les bords blanchissaient, c'était vraiment horrible. Je vous montre, voilà, mon guide de Star Wars. Moi, un premier triptyque, j'en ai complètement foutu un en l'air. Je l'avais refait une reliure, tellement je les avais usés, manipulés. Et je les ai rachetés depuis, évidemment, pour la collecte. Ça, c'était vraiment le point faible, on va dire, de cette gamme-là, qui était vraiment pénible. Voilà, on ne pouvait pas les garder en parfait état. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, le guide de l'Empire, l'organisation de l'Empire, toutes les, on va dire, l'organisation complète des forces impériales, les vaisseaux. Donc, voilà, on avait par exemple les caracs du Super Destroyer stellaire. On avait le droit au carac de l'Executor. C'était quand même trop bien. Avec lesquels on pouvait faire des dingueries. Voilà, les grades impériaux, ça pouvait toujours servir. Bref, ils avaient vraiment repris et développé plein de choses. C'était vraiment super intéressant. L'organisation justement des renseignements impériaux, c'est ça, c'est les services de renseignement impériaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le BSI, très important dans l'univers de Star Wars, puisque c'était les principaux méchants évidemment qui allaient tomber sur le rable des rebelles durant vos scénarios. Bref, c'était vraiment très intéressant, c'est très riche, et ça reste, on va dire, quelque chose de très... Alors certains disent ouais, bah, ça sert plus à rien. Bah si, je suis désolé, lisez-le un peu et vous verrez bien que c'était super intéressant. Le guide de l'Alliance Rebelle, pareil. L'organisation de l'Alliance Rebelle, si, ils sont organisés, je déconne pas. Avec évidemment leurs droïdes, leurs bases, leurs tactiques de combat, leurs vaisseaux, leurs différents matériels, leurs uniformes. C'était vraiment excellent. Voilà, donc pareil, toujours en bichromie. Hein. Il y avait quelques sections couleurs. Dans le bouquin de l'Alliance Rebelle, il n'y en avait pas. Voilà, les arcs de tir des vaisseaux de guerre, c'était
Il y avait énormément de choses aussi, vraiment c'était super intéressant, organisation aussi, hiérarchie, etc. Voilà, il y avait vraiment plein de choses, plein de choses dans des suppléments donc, qui faisaient à peu près 150 pages, 144 là pour ces deux-là, très précisément. Et tout ça pour, on va dire, voilà, une vingtaine d'euros quoi. À chaque fois, le bouquin de l'Empire il valait 119 francs et 139 pour le guide de l'Alliance Rebelle qui est sorti un petit peu après. Voilà. Donc ça, c'était l'essentiel de la collection. Bon, il y avait également un écran qui était paru dans ce qu'on appelle le matériel de campagne. Alors, en VO, je ne l'ai pas, mais je vais l'avoir parce que je l'ai commandé, j'ai réussi à le trouver. Donc il y avait, on va dire, une sorte d'écran du joueur, comme ceci, qui était, on va dire, le revers de la couverture, entre guillemets, du supplément. Je crois qu'en VO, si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas de bêtises, l'écran en fait c'était ça, c'était le même écran que pour Torg, on va dire, puisque Torg c'était de West Ham Game également. L'écran en fait c'était la jaquette, comment dire, de ce supplément qu'on dépliait et qui faisait un écran. Il était moche de chez moche et donc il avait été refait en français. Bon, il est pas, voilà, on voit qu'il y avait des problèmes. Ils avaient remis l'illustration et deux panneaux, comment dire, complètement noirs. Bon, c'était pas du plus bel effet, mais au moins on avait un écran. Surtout que l'illustration était plutôt sympa, quoi. L'illustration des LB lors de la bataille d'Endor. Voilà. Et tous les tableaux avec des couleurs assez criardes, il faut quand même le reconnaître. Voilà, on avait tout ce qu'il fallait pour jouer. De toute façon, Star Wars, il n'y avait vraiment pas besoin de se référer au livre de règles la plupart du temps. Dans ce supplément, il y avait une campagne avec, on va dire, on donnait en fait un vaisseau au PJ et il y avait, on va dire, des synopsis de scénarios pour faire ce qu'on appelle donc la campagne du long cours. Bon, il y avait également dans ce supplément le poster justement du vaisseau, des pions pour le jeu Guerrier des Étoiles. Alors Guerrier des Étoiles, il est pas loin de chez moi, mais bon, je vous le montrerai pas parce que de toute façon, c'est un point de détail. Voilà, ils avaient fait en fait un système de jeu alternatif pour les combats spatiaux qui ressemblait plus, on va dire, à un wargame qu'autre chose, qui s'appelait donc Star Warriors ou Guerrier des Étoiles en français. Voilà, c'est vraiment très anecdotique, c'est pas un jeu qui a énormément fonctionné. Moi, je l'ai pour la collecte, mais je l'ai jamais utilisé. Donc voilà, après, quand même paru pour la première édition, voilà, des scénarios, donc j'en ai quelques-uns, les plus mythiques. Donc voilà, le mythique Chasse à l'homme sur Tatooine. Voilà, vous mesurez évidemment sur Tatooine, et c'est pas rien, au pire mercenaire, et enfin au pire chasseur de primes de l'univers. Et c'était plutôt pas mal. Bon, évidemment, c'est pas les vrais, hein, c'est pas ceux du film, c'était des copies, c'était des voilà. Et donc on avait également pour jouer justement, comme je vous disais, les scènes mythiques, des pions comme ça qui étaient encartés, qui étaient les pions justement pour Guerrier des Étoiles, avec quand même des posters, des lieux. Donc là, il y avait le poster du centre, du centre de Mos Eisley et de la cantina, la fameuse, voilà, notre fameuse cantina de Mos Eisley. Il y avait le plan, donc on pouvait bien rigoler en refaisant les scènes du film. C'était un peu le principe, hein. Le principe, c'était justement de refaire les scènes du film. Le commando, Chantipole, voilà, pareil, des opérations de, voilà, des missions assez typiques pour ce qui est des on va dire qui faisaient en fait le quotidien, on va dire, des rebelles. Le scénario Les Récupérateurs, voilà. Il y en avait une flopée, hein. Franchement, je passe sur. Il y en avait un quand même qui est assez notable aussi, Le Christ dans la Cité des Nuages. Celui-là, je suis assez content parce que il est complet. Et il y avait quoi dedans? Il y avait évidemment le jeu de Sabacc. Voilà. Alors depuis, il y a des jeux de Sabacc qui sont ressortis. Évidemment, c'est pas le jeu de Sabacc, on va dire, officiel qu'on voit techniquement dans Solo, dans le film Solo. Mais à l'époque, ils avaient déjà fait leur version avec les règles qui étaient vraiment dans le supplément. Et voilà. Et celui-là est assez rare à trouver en version complète avec les règles.
D'ailleurs, elles sont où les règles? Parce que je crois que les règles aussi sont encartées. J'ai cru voir un truc passer. Et voilà, c'est ça. Donc il y avait la feuille de règles pour le SAVAC. Voilà, c'est celle-là. Donc vraiment, je suis assez content de l'avoir trouvé complet il n'y a pas très très longtemps celui-là. On avait eu une version incomplète pendant très très longtemps. Et celle-là en plus est plutôt en bon état. Ce qui est assez dur de trouver ces suppléments en bon état étant donné leur âge. Alors après, il y avait eu un supplément, donc celui-là il date de 91, un petit peu avant la sortie de la deuxième édition. Le supplément aux règles, qui, voilà, moi je l'avais acheté en fait à l'époque, justement, il venait juste de sortir en fait quand j'ai acheté mon triptyque, donc ça veut dire que je l'ai acheté en 91 à peu près. Euh, et voilà, là-dedans évidemment on vous expliquait un peu plus le système de jeu. On vous donnait, on va dire, un système assez intéressant, mais qui vraiment complexifiait le jeu au niveau des déplacements et des actions dites hâtives, qui vous permettaient en fait d'avoir plus facilement l'initiative en faisant des actions plus rapides que les autres, en évidemment lançant moins de dés, on va dire des précisions sur le combat, sur les vaisseaux spatiaux, un système de combat de vaisseaux de guerre qui était vraiment très intéressant, mais qui, on va dire, faisait que le jeu, comment dire, devenait quasiment là injouable. C'était franchement le système de vaisseaux de guerre, c'était vraiment génial. Il y avait carrément même donc une feuille de vaisseau de guerre. Alors où est-elle que je la retrouve? Voilà, la feuille de vaisseau de guerre. C'était celle-là. Où donc là on pouvait vraiment donner au PJ un gros vaisseau et là débrouillez-vous, faites en sorte, comment dire, de gagner cette bataille. Il y avait également donc toutes les règles pour créer un droïde qui étaient super intéressantes aussi. On pouvait créer un droïde avec un lot de points en fait qu'on dépensait pour acheter des attributs, des compétences, du matériel aussi, des accessoires de droïde. Et il y avait la terrible règle des manœuvres, des échelles. Alors voilà, ça c'était les tables des échelles. Alors ils ont repris l'idée, ils l'ont simplifié après dans la deuxième édition et dans la deuxième édition révisée. Mais à l'époque déjà, il y avait un système où donc on quantifiait en fait évidemment les effets que pouvait avoir un gros vaisseau de guerre sur un petit chasseur stellaire et l'inverse. Voilà, et on faisait ça pour également les personnages avec les speeders et les vaisseaux, etc. Pour les tirs, pour les manœuvres, pour les dommages. C'était pas évident, on va dire, de l'utiliser, mais il y en a qui l'ont utilisé. C'était plutôt, moi je trouve, intéressant en termes de jeu, même si, on va dire, ça complexifiait quand même pas mal le système de base. Sachant qu'à l'heure actuelle, je joue vraiment avec le système de base sans me prendre la tête, plus que ça, avec le système de la deuxième édition révisée, qui a repris tout ça, évidemment, qui a resimplifié et qui a fait en sorte que ce soit beaucoup plus facilement praticable. Alors, après, que vous dire de plus? Si je vais pouvoir passer à la deuxième édition. Alors, la deuxième édition, qui est chère à mon cœur aussi. Voilà, je l'avais eu à Noël. Donc, quand elle est sortie en Noël 93, ça nous rajeunit pas. J'étais pourtant déjà, on va dire, plus un petit gosse, mais on va dire, ça m'avait quand même beaucoup marqué. Donc, toujours pareil avec donc des sections couleurs. Voilà. Bon, pareil, toujours le problème, on va dire, de cette couverture extrêmement fragile. Toujours, on va dire, les archétypes. Donc cette fois-ci, les archétypes étaient voilà, avec leurs illustrations. Et donc on reprend en fait concrètement toutes les idées qui étaient glanées depuis la première édition. On en rajoute d'autres. Voilà, donc les idées des échelles justement avaient été réintégrées un peu et un petit peu simplifiées, enfin bon, du moins remises. Non, c'était quasiment les mêmes règles en fait que celles du supplément de règles. Donc en fait, quand vous achetiez celui-là, vous aviez le bouquin de base plus le supplément de règles entre guillemets. Il y avait donc un nouveau système au niveau du combat spatial. Maintenant, par exemple, les vitesses n'étaient plus exprimées en nombre de dés, mais c'était un facteur qui allait donc de 1 jusqu'à beaucoup. Je crois que ça allait jusqu'à 11, 12, 13 pour certains vaisseaux les plus rapides.
Et donc il y avait un système de compétences qui était beaucoup plus évidemment développé. Il y avait beaucoup plus de compétences, ce qui fait que sur la nouvelle feuille de personnage, eh ben, il y avait des exemples de compétences qui étaient notés pour les archétypes, de compétences logiques à prendre pour votre personnage. Par contre, sur la feuille générique, sur la feuille vierge, eh ben, ils ne mettaient pas justement de compétences, il fallait les rajouter, parce qu'il y en avait tellement que, franchement, en plus avec les règles dites de spécialisation et on va dire de... Alors il y avait des spécialisations, et il y avait encore une autre tranche, c'était l'hyper spécialisation, c'est-à-dire que si vous aviez blaster, vous pouviez tirer avec tous les blasters. Par contre, si vous pouviez vous spécialiser par exemple en pistolet blaster, et après faire une hyper spécialisation, une concentration, je crois que ça s'appelait, où là vous saviez tirer qu'avec par exemple le blaster lourd de Han Solo, donc c'est le 44 lourd, voilà. Enfin le modèle en question que vous vouliez. Donc si vous aviez vraiment votre pistolet fétiche, vous pouviez vous hyper spécialiser dans cette dans ce matériel-là. Le seul problème, c'est que quand vous n'aviez pas, on va dire, votre pistolet fétiche ou le modèle en question, vous l'aviez un peu dans l'os, vous aviez des gros malus pour votre tir. Mais bon, c'était une option qui était offerte, c'était possible. Je ne sais pas si c'était du meilleur acabit, du meilleur effet. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai oublié en plus. Oh là là. La deuxième édition, alors l'écran qui est avec. Donc là, l'écran, la deuxième édition était quand même un peu plus beau. Voilà, ça c'est l'écran de la deuxième édition. Donc avec pareil le résumé des tables. Voilà, c'était quand même beaucoup plus. On sentait quand même qu'il y avait eu un petit sursaut. C'était quand même un petit peu plus beau. L'écran, donc il y avait un livret, donc avec pour la plupart des inspirations, des idées de campagne sur certaines thématiques, comme par exemple sur les contrebandiers, les mercenaires. Voilà, il y avait il donnait vraiment plein de conseils assez génériques pour créer des scénarios et créer des campagnes. Voilà. C'était bien de le noter et bien de le faire. C'était plutôt sympa. Alors, après, dans les suppléments vraiment majeurs de cette version, donc il y avait le fameux guide de la trilogie, qui est vraiment voilà, un must-have aussi, assez dur à trouver. 189 francs à l'époque, c'était pas encore trop excessif. Où donc vous aviez des images du film et évidemment les caractéristiques de tous les PNJ, de tout le matériel, de tout. Voilà, il y avait tout dedans, tout ce que vous voyiez dans le film. Voilà, il y avait même, on va dire, des spéciales avec les figurines, justement. Ils faisaient des encarts couleurs avec voilà, des affiches de films aussi. On les revoit hein, de supplément en supplément, on les revoit toutes, hein, c'est un peu toujours les mêmes photos. Mais bon, à l'époque, on avait comme matière que justement voilà, les dessins d'essais, enfin les essais, des concept art pour les films. Et donc, vous aviez tout qui était classé, on va dire, par catégorie, donc l'Empire, l'Alliance Rebelle, on va dire les chasseurs de primes, etc., les scums, ce qu'on appelle, voilà, avec par exemple Boba Fett et les caracs cheatés du Slave One. Oui, moi je l'appelle encore le Slave One, je vous merde. Et voilà, donc les affiches du film encore, qui étaient plutôt sympas, et tout ça, évidemment, que voilà, les caracs d'à peu près toute la faune de la cantina, tout s'y retrouvait, hein, franchement. On avait, même les plus insignifiants, il y avait leur background, ils avaient vraiment tout revu. Et c'était plutôt sympathique, voilà. Donc ça, c'était vraiment un guide très intéressant. Si on n'avait pas, on va dire, le guide de la première édition, avoir ça, c'était vraiment super utile parce que ça permettait d'avoir du matos, des PNJ typiques, etc. en cours de partie, et c'était vraiment excellent. Ensuite, dans les suppléments aussi que je juge, on va dire, plutôt intéressant. Alors, voilà, qui a fait couler beaucoup de rangs, le manuel d'instruction du général Kraken. Alors,
qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement un manuel de bidouille, on va dire d'amélioration, de plein de petites choses en fait pour améliorer la vie du pauvre rebelle qui sinon on va dire serait bien dépourvu. Et en particulier la cybernétique, et c'est cheaté. Bon, il y a un système évidemment pour indiquer comme quoi quand la cybernétique devient un peu trop envahissante dans votre corps, vous devenez vraiment un cyborg. Voilà, vous êtes entre guillemets assez froid, et donc vous êtes tenté évidemment par le côté obscur, évidemment. Mais voilà, c'est un guide avec plein de petites techniques, des bidouilles pour avec votre matos vraiment faire voilà, comment faire des bombes avec vos munitions de blaster, comment faire ceci ou cela avec votre matériel de base, comment améliorer votre vaisseau, comment ceci, comment cela. Voilà, avec aussi comme je le disais, la cybernétique, donc la main répulsive. Bon, alors là, franchement, c'était vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Vraiment, ça pouvait déséquilibrer le jeu si on n'y prenait pas garde. Mais je trouve que ça reste un supplément extrêmement intéressant, on va dire, pour donner même des idées d'aventure, des idées, on va dire, de scènes intéressantes. Voilà. Ensuite, le guide complet de l'Étoile de la Mort. Donc, évidemment, ils décrivent pas tous les quartiers, hein, sinon le bouquin, il ferait, on va dire, 100 fois ça, si c'était le guide technique complet. Donc, vous décrit des secteurs types, des PNJ types à l'intérieur de la chose. Donc voilà, vous avez des plans, oulala. La reliure est toujours aussi merdique, et elle craque quand on l'ouvre. Donc je l'ouvrirai pas plus, parce que sinon mon supplément va exploser. Et c'est l'époque où, béni des suppléments Descartes qui vraiment voilà, avaient des reliures merdiques. Donc après les reliures qui étaient, elles, très solides, mais avec la couverture qui partait en lambeaux, là maintenant on avait le bouquin qui explosait dans la figure des gens. Donc voilà, vous avez le personnel. Donc pareil, je l'ouvre pas trop parce que sinon il va m'exploser à la tronche. C'est dangereux hein, de faire de l'archéologie rôliste de nos jours. Hein. Et donc voilà, vous avez tout ça. Donc évidemment, c'est un guide. Hein. Si vous utilisez l'étoile de la mort, en tout cas dans votre, soit la 1 ou la 2 d'ailleurs, donc celle de l'épisode 4 ou celle de l'épisode 6, vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire, avoir les infos dont vous avez besoin, etc. Si vraiment vous voulez faire un méga donjon, bah pareil, ça vous allez être servi. Alors après, un guide intéressant, bon, ils ne sont pas tous sortis en français à l'époque, mais c'est pour la deuxième édition. Cargo stellaire. Donc là, vous avez la vie des contrebandiers, les exemples, on va dire, de contrebandiers, de vaisseaux, d'organisations plus ou moins criminelles, etc. Il y a pas mal de choses là-dedans. Voilà, tout sur le marché noir, le commerce, etc. Des modèles, on va dire, de vaisseaux. Donc là, vous voyez, il y a par exemple, alors, je vais faire attention encore à la couverture, des variantes, on va dire, de YT avec le chiffre que vous voulez derrière. Donc tout ça, évidemment, c'est pour faire une campagne un peu plus tournée justement sur les contrebandiers, sur, on va dire, la pègre, ce qui a été proposé après par des jeux justement comme, on va dire, le jeu en système FFG. Donc c'est, comment il s'appelle déjà, ouais, Edge of the Empire. Je l'ai en VO, hein, donc c'est pour ça que je le dis en VO. Ensuite, fragment de la bordure extérieure, justement. Donc à l'époque, c'était un supplément un peu fourre-tout, où donc sous prétexte, on va dire, de parler, on va dire, de la bordure extérieure, on abordait encore les chasseurs de primes, des organisations criminelles, des PNJ, du nouveau matériel, comme par exemple voilà, des armures spéciales, etc., des vaisseaux, des lieux, les loisirs, l'entraînement du Jedi aussi, ça c'était très intéressant parce qu'on avait un petit chapitre sur la force qui permettait, on va dire, en jeu de faire simuler, on va dire, l'entraînement Jedi, la progression des Jedi. À savoir que dans les autres suppléments, c'est vrai que j'ai pas mis l'accent dessus, mais depuis la première édition, évidemment, on a la force qui est séparée donc dans le système de jeu en 3 compétences, qu'on appelle donc contrôle, sens, altération, et qui permet donc chaque compétence est associée à des pouvoirs, mais on peut évidemment combiner les compétences pour faire des pouvoirs combinés. Par exemple, voilà, si on veut faire un meurtre télékinétique, ce sera contrôle sens altération.
Itération permet juste, on va dire, de soulever les objets. Contrôle, de se soigner, on va dire, d'éviter, on va dire, d'avoir mal si on est blessé, etc. Sens, ça va être pour évidemment développer ses sens et donc percevoir, on va dire, des choses, etc. Voilà. Et donc il y avait par exemple le pouvoir de base aussi, contrôle sens, qui permettait, on va dire, de mieux se battre avec un sabre laser. Et franchement, c'était le minimum à avoir quand on était un PJ débutant. Si on n'avait pas le pouvoir contrôle au sabre laser, ouais, on se coupait les mains avec. Hein. Faut quand même le reconnaître. Au départ, c'était un peu, on va dire, un peu difficile. Sortait pas son sabre laser tous les jours, le Jedi. Et donc, il y avait tous les pouvoirs de la force qui avaient été revus et corrigés dans le supplément de règles. Et dans les suppléments, évidemment, de temps en temps, ils en rajoutaient. Mais il y a un supplément, je vais y venir justement, qui lui permettait d'avoir tous les pouvoirs de la force en un seul livre. Voilà. Donc, là, je vais aborder les suppléments en VO. Bon, déjà, je vais vous parler de la deuxième édition révisée. Donc celle-ci parue en 97, peu avant, on va dire, malheureusement, la disparition de Descartes. Voilà, un bouquin qui là, par contre, est tout couleur. Voilà, là, ils étaient passés vraiment au tout couleur, papier glacé. Donc, magnifique, hein, voilà. Vous voyez, avec des publicités. Donc ça, c'est depuis la première édition. Hein, vous aviez des encarts publicitaires en couleur. Et donc, vous aviez également... donc là, cette fois-ci, le tout couleur. Donc là, par exemple, c'est la description des compétences qui sont toujours aussi. Donc là, la version révisée, deuxième édition dite révisée de 97, qui est, on va dire, celle que vous pouvez à peu près encore trouver le plus. Pas donné quand même, voilà, souvent en VO ou en VF. Donc évidemment, préférez la VF si vous arrivez à la trouver, mais en VO, elle est très intéressante aussi, hein, il n'y a pas de problème. C'est très simple d'emploi, hein, franchement, c'est pas de l'anglais. Voilà, si vous connaissez l'univers de Star Wars, vous n'aurez pas de problème. Voilà, là, on passe avec les archétypes de personnages en couleur également. Donc là, la deuxième édition qui était quand même un petit peu lourdingue au niveau du système de jeu, on revoit tout, on simplifie. Le système des échelles, par exemple, est simplifié. Le système des manœuvres, etc., pour les vaisseaux, pareil, ils mettent un peu le haut là, comment dire, à pas mal de choses, ce qui est plutôt bien. Et donc, on a maintenant, là vraiment une édition, enfin un système de jeu vraiment abouti, je trouve, qui est celui que j'utilise aujourd'hui, et qui a vraiment énormément de qualité, et qui reste pour moi, on va dire, plus intéressant et plus facile à mettre en œuvre que le système, que la version système FFG, même si la version SFG est pas mauvaise. Hein. J'ai juste dit que celle-là, je la préférais largement, parce que, ben voilà, elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc, celui-là, vraiment ça, 97, on atteint le summum, on va dire, de la gamme. Et donc, suivi avec son écran de jeu. Écran de jeu, le voici. Celui-là, il est moins beau quand même que celui de la deuxième édition, il faut quand même le reconnaître, même si pourtant c'est dommage, l'illustration avec Boba Fett était plutôt pas mal. Voilà, il devient un peu plus technique aride, mais bon, non, franchement, voilà, c'est beaucoup... non, ça va, voilà, ça pourrait être pire, on va dire. Avec des cahiers d'aide de jeu, donc vous avez les listes de compétences, etc. Je vais essayer de vous montrer, parce que ça brille un peu avec la lumière, voilà. Donc ça a l'air un peu, on va dire, fiche de vaisseau, fiche de véhicule, qui était encarté aussi pareil dedans. Et un livret également, on va dire, un peu dans le même genre que celui de la deuxième édition, sauf que là, on a des archétypes supplémentaires, et également plein de tableaux de résumés en fait des règles, de comparatifs des échelles de vaisseaux, etc. Donc là, c'est un guide qui est beaucoup plus pratique. Autant le guide de la deuxième édition, c'était vraiment pour permettre au MJ de créer sa campagne. Là, c'est vraiment plus un guide pratique en jeu, où on va avoir tout sous la main. En fait, il suffit d'avoir ce livret, et on a les caractéristiques des vaisseaux, leur désignation, les logos des corporations, des différentes choses, les fiches de vaisseaux, etc. Voilà, vous avez donc des facsimilés pour faire évidemment
vos propres petits... voilà, pour faire par exemple, ça c'est un document vierge, c'est quand vous vous faites arrimer par l'Empire et qu'ils font une inspection, hein, vous avez, on va dire, un facsimilé, on va dire, du rapport. Voilà, les listes de compétences, par exemple aussi. Donc là, vous voyez qu'il y en avait quand même pas mal. Ça a été un petit peu l'excès, on va dire. Mais bon, ça reste simplifié quand même par rapport à la deuxième édition et ça n'en reste pas moins très abordable, hein. Parce que le système de base reste toujours le même. On jette ses dés, on fait la somme. Donc parfois on a, puisque dans les dés, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il y a, avant d'accéder aux dés supérieurs, on a ce qu'on appelle, on va dire, des bonus, des pipes, qu'ils appellent ça en VO. Donc par exemple on a 2 dés, et après la valeur supérieure c'est 2 dés plus 1, la valeur supérieure 2 dés plus 2, et au lieu de passer à 2 dés plus 3, on passe en fait à 3 dés. Voilà. Plus, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler, évidemment il y a les points de force qui permettent de faire des actions héroïques, donc il y a les points du côté obscur si jamais vous faites des saloperies, etc. Donc on était vraiment dans le ton, hein, au niveau du système. Ça permettait, on va dire, d'émuler vraiment l'univers de jeu de la meilleure des manières, moi je trouve en tout cas, et ça permet toujours de le faire, hein, franchement. Si vous avez la possibilité de retrouver cette édition, sautez dessus, vous ne serez pas déçus. Alors maintenant, je vais passer au supplément en VO, justement, dont la plupart donc sont tirés justement puisqu'ils avaient fait des adaptations en fait de la plupart des séries de romans qui étaient parues donc dans les années 80, fin 80-90, qui aujourd'hui, on va dire, voilà, ont permis à certains personnages de devenir officiels, comme par exemple Throne, comme Xizor, etc. Il y en a plein en fait qui sont issus de ces romans, qui sont devenus officiels grâce justement à ces romans et aussi à son portage en GDR. Alors, le premier supplément, c'est un peu, on va dire, le même. Il y a le guide de la trilogie. Bah là, ils avaient fait un guide de la trilogie en VO, spéciale édition spéciale anniversaire. Donc, avec, là, c'était le même, les versions tout couleur. Vous voyez. Ah, Tante Beru et Lars, voilà. Lobot, le mouchard, on va dire, dévonien, etc. Donc, toutes les caractères aussi. Bon, là, celui-ci est en VO, hein, parce qu'en VF, il est jamais sorti, évidemment, dans cette édition-là, tout couleur. Donc, moi, je l'avais acheté vraiment parce que tout couleur, c'est quand même classe. Et il y avait également plein de petites choses en plus, plein de nouvelles choses. Voilà, des plans, d'autres photos du film. Ils avaient quand même pour la spéciale édition, puisqu'il était sorti en 97. 97, c'était les 20 ans. Et ils ressortaient, on va dire, la trilogie au cinéma à l'époque. Que j'avais été voir, évidemment. Eh oui, pour mes 20 ans, voilà, j'étais au ciné. Et donc, ça a permis, on va dire, une nouvelle mouture qui est vraiment plutôt intéressante. Alors après, dans l'ordre, on va dire, chronologique de Star Wars. Voilà, tiré d'une bande dessinée, Tales of the Jedi Companion, donc qui là se passe vraiment très longtemps avant, parce qu'en plus, voilà, ils ont des sabres laser, vous remarquerez, qui ont, on va dire, encore un pack énergétique qu'ils avaient à la ceinture. Ça va, ils n'avaient pas encore le pack dans le dos. Donc à l'époque, évidemment, la technologie n'était pas optimisée. Et donc, ils étaient obligés d'avoir, on va dire, des sabres laser avec, on va dire, une batterie attenante, tellement c'était vieux et difficile d'emploi. Voilà. Donc voilà, c'est le combat en fait donc entre on va dire les Jedi et les Sith évidemment, tout le conflit et le supplément en dehors de cette période que moi je trouve pas super passionnante, elle permet quand même. J'ai vu, tiens, il y a une petite histoire, on va dire, dont vous êtes le héros, qui est à l'intérieur. Je ne me rappelais plus, tiens, de cela. Voilà. C'est une petite histoire dont vous êtes le héros qui est à l'intérieur du bouquin. Plus donc des nouveaux archétypes évidemment de Jedi. Et surtout la description à l'intérieur de tous les pouvoirs Jedi en version révisée. Voilà. Et ça c'était plutôt pas mal parce qu'en un seul supplément vous aviez tous les pouvoirs qui étaient à l'intérieur. Voilà, que vous dire de plus aussi, moi je trouvais que l'illustration de couverture était plutôt sympa. Il y avait encore quelques encarts couleurs. Et donc là c'est vraiment tiré d'une série de BD. Donc Tales of the Jedi Companion.
qui est sorti en VF depuis, je sais que je les ai lus. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais ne serait-ce que pour, on va dire, retrouver l'esprit de l'époque avec les vieux sabres laser qui étaient encore, on va dire, un peu balbutiants, les vaisseaux qui avaient des hyperpropulseurs complètement dépassés de nos jours. C'était des multiplicateurs x10, x12, parce que voilà, il y avait un multiplicateur d'hyperpropulsion. Plus évidemment le multiplicateur était bas dans le système de jeu, plus évidemment vous faisiez votre parcours galactique en peu de temps. Par exemple, pour donner un exemple flagrant, le Faucon Millennium, lui, il a un hyperpropulseur x 1,5. Voilà. Donc évidemment, c'est bel et bien, et c'était effectif dans le système de jeu, le vaisseau le plus rapide de la flotte, enfin la poubelle la plus rapide de la galaxie plutôt. Une autre série de romans, donc Shadows of the Empire, qui est vraiment très intéressante, donc avec le personnage de Xizor justement, de Guri aussi. Donc là, c'est vraiment entre l'épisode 4 et l'épisode 5, la confrontation, on va dire, de Luke et même de l'Empire à la pègre, donc le Soleil Noir justement. Voilà. On connaît maintenant plus l'Aube écarlate avec on va dire, les séries télé et le Star Wars, on va dire, solo. Bah là, il y a donc le Soleil Noir aussi, dont on parle un petit peu dans les jeux, on va dire. Voilà, il est par exemple évoqué dans le jeu de figurines X-Wing. Mais il y a plein de petites. Et je crois que c'est évoqué aussi, je sais plus si c'est dans Clone Wars ou dans Rebels. Enfin, bref, toutes ces idées-là tirées des romans sont devenues quasiment officielles. Un autre supplément dans Truth at Bakura. Donc là, c'est une série de romans encore qui est là après le retour du Jedi, donc dans l'hypothétique suite qui avait été donnée à l'univers Star Wars après l'épisode 6, avant évidemment que ne soit fait l'épisode 7, 8 et 9. Donc là, l'Empire et l'Alliance Rebelle s'allient contre un ennemi commun, d'où The Truth at Bakura. Voilà. Et donc ça a fait l'objet d'un supplément aussi. Celui-là, je ne l'ai jamais trop utilisé. Il y a quand même des choses, des choses intéressantes. Toujours, il y a toujours des choses à prendre dans tous ces suppléments. Des plans de vaisseaux, des idées, des PNJ. Il y a toujours quelque chose à faire. Des planètes. Voilà, par exemple, un plan de base, de garnison impériale. Vraiment, il y a plein de choses. Et des PNJ, évidemment, toujours intéressants, avec des nouvelles versions aussi. À chaque fois, ils donnent les caracs des personnages importants de la saga. Bon, c'est facultatif, mais bon, ça peut toujours être bien. La trilogie, voilà, de Timothy Zahn, on en parlait, donc qui était divisé en 3. Ils avaient été traduits en français. Alors c'est sur les 2 premiers en français, je les ai eus. The Last Command, j'ai plus souvenir s'il avait ou pas. Je crois qu'il a été traduit en français également. Ça, c'est des suppléments. Pour les avoir en VF, c'est quasiment impossible. Moi, je les avais eus en VF à l'époque, mais j'avais pas été convaincu, donc je les avais pas gardés. Et donc, on a l'héritier de l'Empire ici, donc avec justement l'apparition d'un personnage mythique, l'amiral Throne, qui est devenu un personnage mythique que j'ai été très très heureux de revoir dans Rebels. Dark Force Rising, voilà, le deuxième tome, et The Last Command, voilà, qui était vraiment lui aussi donc c'est des suppléments, il y a plein de choses à y piocher, c'est vraiment très intéressant, mais voilà, ça reste malgré tout quelque chose on va dire d'assez anecdotique, mais bon, on peut toujours piocher du matériel dedans. Ensuite, Dark Empire Sourcebook, ici. Donc là, vous avez évidemment un supplément encore sur une série de romans. Donc là, il n'y a pas tout. Je crois qu'il n'y a que les 2 premiers tomes à l'époque qui étaient sortis, et donc les 2 premiers tomes qui ont été, on va dire, intégrés. Donc là, pareil, c'est la suite, si je puis dire, au niveau de la série des romans, avec donc Luke qui repasse du côté obscur, l'histoire des fameux clones de Palpatine. Voilà, l'épisode 9, il est un peu, on va dire, inspiré de cette série de romans pour ce qui est on va dire, de l'intrigue, donc on le voyait quand même venir à grands pas. Ensuite,
celle que moi j'ai beaucoup utilisée, The Jedi Academy Sourcebook, que j'ai lu à l'époque et qui m'a permis en fait donc de mettre en place une campagne vraiment qui a duré, je crois, quasiment 3 ans, donc fondée évidemment sur des personnages Jedi au sein du groupe qui refondaient justement une académie en cherchant évidemment des, euh, des, des futures victimes, si je puis dire, des, euh, des disciples à enseigner qui étaient évidemment sensibles à la force. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment, on va dire, pareil, toutes les caracs en fait des PNJ, des, euh, des, euh, des vaisseaux spatiaux, des droïdes, etc. etc. Et c'était plutôt intéressant. Ça restait quand même, on va dire, très exhaustif sur pas mal d'aspects pour, on va dire, pas mal de... Voilà. Mais ça restait quand même quelque chose de très intéressant. Si on voulait, par exemple, vous voyez, il y avait le fameux broyeur de soleil, donc une machine qui permettait justement de détruire les étoiles. Ça me rappelle voilà, avec la description de l'endroit où ça avait été mis en place, etc., etc. Donc, en tout cas, toujours un guide intéressant on va dire, à consulter pour justement avoir des idées et mettre en place votre campagne. Alors, le Kraken Fritz dossier, donc là, c'est un supplément, tout simplement, avec plein d'idées d'aventure, plein de PNJ, de gens, on va dire, dans la série du Général Kraken, qui est devenu d'ailleurs aussi un personnage officiel dans le, on va dire, l'univers du jeu de rôle, puisqu'il a aussi on va dire, ses cartes de pilote dans X-Wing. Voilà. Donc là, on a en fait des dossiers de renseignement, donc des services de renseignement de la rébellion, sur, on va dire, des potentielles menaces, donc qui donnent énormément d'idées de scénario, des PNJ intéressants aussi, plus ou moins. Il faut faire le tri, hein, parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Et en particulier, dedans, je crois que c'est là-dedans qu'il y a la description des sorcières de Dathomir, qui vont évidemment ensuite être repris dans le lore officiel. C'est quand même plutôt génial de voir ce genre de choses. Et voilà. Donc, ça, c'était pour le Kraken Freeze dossier. Bon, pareil, c'est assez anecdotique, mais c'est toujours bien pour aller piocher des idées. Et enfin, le dernier supplément que j'ai sous la main, le Kraken's Rebels Operatives. Donc là, concrètement, c'est, voilà, on fait, on va dire, les 12 salopards en version rebelle. Donc là, on va faire des missions un peu suicides pour aller vraiment booter le méchant dans tous les coins de la galaxie, avec pareil, une description de PNJ, de situations, des idées de scénario. Il y a vraiment énormément de choses. Supplément en VO, qui n'a jamais été traduit, mais qui a quand même tout de même son intérêt. Voilà. Et pour terminer cette revue de la gamme, alors celui-là, vous pouvez le trouver. Il est disponible sur le site de FFG. Ils ont refait, donc il y a de cela 2 ans. C'est 2 ans, oui. La nouvelle édition. Je essaye de retrouver la date, mais je crois que c'est ça. Je l'ai racheté il n'y a pas très très longtemps. Nouvelle édition. Donc ça date de 87 pour la première version, évidemment en VO. Nous on l'a eu en 88, comme je le disais. Voilà. Ils ont refait la réédition. Ouais, je crois que c'est il y a 2 ans, hein, ça date d'il y a 2-3 ans, pas plus. Mais j'arrive pas à retrouver, ils ont pas remis de date. Oui, c'était pour les 40 ans. Donc oui, c'est ça, donc c'est 2017. Donc c'est il y a 4 ans en fait. 4 ans. Et donc pour l'occasion, ils ont réédité les 2 bouquins dans un coffret qui est plutôt pas mal. Et ce coffret, lui, bon, évidemment, ça existe seulement en VO et ça n'a pas été traduit. Qui aurait voulu évidemment traduire ça dans la mesure où il y a déjà, on va dire, la gamme FFG qui est en cours avec quand même 3 jeux voilà, qui sont plutôt pas mal. Hein. Donc Age of the Empire, Force and Destiny et Age of Rebellion. Voilà. Donc, si vous voulez les trouver, ça doit coûter, je crois, une cinquantaine, une soixantaine d'euros. C'est plutôt intéressant de revoir les bouquins, on va dire. Là, alors, évidemment, la couverture ne tombe pas en lambeaux. Le coffret est plutôt stylé. Vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal de revoir ces 2 bouquins qui étaient vraiment mythiques en un seul coffret pour découvrir Star Wars D6.
Donc si vraiment vous avez envie de le, de le redécouvrir, c'est ça qu'il faut prendre. Voilà. Je crois que j'ai fini le tour de un peu tous les suppléments que j'ai dans ma bibliothèque et qui m'ont permis, on va dire, d'étraîner cet univers. Donc voilà, comme je vous dis, j'en fais pas de manière soutenue, mais j'en fais de temps en temps, à peu près. Ouais, j'en fais un scénar tous les 2-3 ans quand sort un film ou à l'occasion quand j'ai une idée. Souvent, c'est plutôt un film où je me dis ah tiens, ils ont laissé une idée, on va dire en plan, moi je vais l'utiliser. Quand est sorti l'épisode 9, je m'y suis remis parce que je me suis dit oulala, ils ont fait tellement un peu nawak, hein, faut quand même dire ce qui est, que moi je vais faire ma propre version des faits et faire même la suite, etc. avec un concept que j'ai inventé pour l'occasion à partir de Rogue One qui lui était vraiment très très bon, c'est-à-dire le Rogue 10, Rogue X, voilà, qui est le 10e groupe en fait à porter ce nom, qui est un groupe en fait un peu de rebelles, on va dire, qui forment un commando suicide pour faire des missions très dangereuses dans la galaxie, évidemment. Voilà, donc ça c'est ma manière on va dire, de voir les choses. Moi là, donc comme je vous ai dit, je vais tenter une campagne, déjà au moins un scénario et peut-être, on va dire, les scénarios suivants si ça marche bien en jouant du côté Empire, parce que je trouve que voilà, ça peut avoir son intérêt aussi et ça fait longtemps que je voulais le faire. Et en tout cas, voilà, pour le mot de la fin, si vraiment vous voulez découvrir l'univers Star Wars, donc vous avez la gamme FFG, ça c'est vous qui voyez, j'en ferai peut-être une revue sûrement dans un très lointain avenir, parce que j'ai d'autres priorités que de faire suivre cette gamme. Et moi, je l'ai testé, bon, ça m'a pas convaincu, mais bon, ça peut toujours quand même être intéressant de découvrir l'univers, surtout que là, il est disponible en français et il a quand même tout son intérêt, tout son potentiel. Mais pour moi, la version D6 reste largement supérieure, beaucoup plus facile à mettre en œuvre, et beaucoup plus fidèle, on va dire, à l'esprit du Star Wars que j'ai. Et puis peut-être parce que voilà, je suis un vieux con et que voilà, moi je l'ai découvert quand j'étais jeune et ça m'a énormément marqué. Et c'est pour ça que, à mon avis, il mérite, on va dire, toujours d'être, on va dire, mis à l'honneur, de ne pas être mis au rencard. Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi qui continuent à jouer en version D6. Voilà. Donc, c'était Magna Magister pour la gamme Star Wars D6. J'espère que ça vous a plu et donc on se dit à bientôt et puis suivez les autres vidéos pour on va dire la suite, on va dire, de la semaine consacrée à Star Wars, puisque je vais vous présenter des jeux. Et sinon, jouez bien et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour venir bavarder, il n'y a pas de problème. Nous, on peut discuter, on peut bavarder jeux de rôle, c'est fait pour ça. Voilà, et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on donne envie, on va dire, de jouer et de continuer à jouer et de continuer à découvrir le jeu de rôle et à, on va dire, étreiner notre magnifique passion. Allez, à plus, salut!